Vous écoutez RMC. 6h-9h, RMC Direct. Mathieu Rouault. 8h40, vous écoutez RMC. Notre invité ce matin, Maxime Minot, député Les Républicains de l'Oise. Bonjour Maxime Minot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Les Français vous connaissent assez peu. On va faire un petit portrait rapide si vous le voulez bien. 33 ans, député de l'Oise depuis 2017, c'est bien ça. Auparavant maire d'Étouis, c'est une commune de 800 habitants. Vous avez grandi. Votre profession aide-soignant dans un service de gériatrie pendant plusieurs années. Et puis, en couple avec un homme, ce que vous n'avez jamais caché. Maxime Minot, je vous le dis d'entrée de jeu, ça me gêne de faire cette précision. Oui, parce vous que ne devriez pas. Ça ne devrait pas être un sujet. Ça ne devrait pas être un sujet. Et pourtant, ça l'est encore en France. Ça l'est encore, mais effectivement, je pense qu'il faut banaliser cette situation. Parce que quand moi, je viens vous voir et que je suis face à vous dans le studio, je ne dis pas que je suis interviewé par Mathieu Rouault, hétérosexuel. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est justement stigmatisant où il faut banaliser la chose pour qu'elle le devienne. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne devrait pas avoir à justifier son orientation sexuelle, qu'on fasse de la politique, qu'on soit une personnalité connue ou une personnalité publique. Vous dites, je veux montrer qu'on peut être député de droite, homo, sans être marginalisé. Position difficile à tenir au sein d'un parti réputé conservateur. Vous vous êtes engagé en faveur du mariage pour tous. Vous êtes en première ligne dans cet examen, dans cette deuxième lecture du projet de loi bioéthique à l'Assemblée nationale. Oui, aujourd'hui, on a cette casquette de cette famille politique conservatrice et je pense que c'est pas forcément la bonne casquette qu'on devrait mettre sur la famille des Républicains. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'estime être chanceux de pouvoir m'exprimer, de pouvoir effectivement dire les choses telles que je les pense en restant fidèle à mes convictions dans cette famille politique. D'autres familles politiques m'auraient... C'est accepté. C'est accepté, bien évidemment. Pas de tabou au sein des Républicains, plus sur cette question-là. On va dire qu'il n'y a pas plus sur cette question d'être homo, hétéro, il n'y a aucun problème là-dessus. On le voit dans d'autres partis d'ailleurs. Exactement. En revanche, sur les sujets sociétaux, bien évidemment, nous ne sommes pas tous d'accord. En ce moment, dans la deuxième lecture de cette loi bioéthique, il est vrai que je me sens un peu seul dans ma famille politique, puisque je suis à contre-courant, même si je n'aime pas forcément cette expression, mais on va dire que je suis, étant donné que je suis favorable à cette extension de la PMA, notamment à toutes les femmes, effectivement, je me sens un peu seul. Mais justement, je pense que c'est apporter aussi un autre regard. Et étant donné les centaines et les centaines de messages et de soutien que j'ai pu recevoir suite à mon portrait, effectivement, dans le monde, le nombre de followers qui a augmenté ces derniers jours, parce que les gens ont besoin aussi de se vendre fraîcheur, je pensais. Et beaucoup de gens ont quitté notre famille politique parce que justement, ils ne se sentaient pas forcément représentés dans cette catégorie, entre guillemets, je mets bien les guillemets. C'est un nouveau souffle aussi, une nouvelle opportunité pour les Républicains? Alors, ça peut paraître prétentieux, mais je pense qu'effectivement, ça peut être que bénéfique de voir que on est ouvert et que on est ouvert au dialogue et que ce conservatisme et ce carcan de conservateurs est pour moi passé, fini. Aujourd'hui, il est vrai mais encore bien présent, Maxime Minot. Vous allez arriver, par exemple, très concrètement, à convaincre plus de 12 collègues. Ils étaient 12 aux Républicains, députés à voter en première lecture. Je ne lis pas les chiffres de la même manière. Je ne lis pas les chiffres de la même manière. On va dire que groupe de 104 députés. 104 députés, nous avons été près d'un quart à ne pas s'opposer au texte. Effectivement, il y a beaucoup d'abstentions. Je peux le concevoir. C'est un peu facile d'ailleurs de s'abstenir. Ah oui, je vous avoue que sur ces sujets-là, je n'arrive pas à comprendre cette abstention. Mais après, c'est le choix de chacun qui se respecte. Mais effectivement, sur ces sujets sociétaux, je pense qu'il est important de rester fidèle à ses convictions. Parfois, il faut se brusquer, il faut parfois sortir des sentiers battus, mais je pense que c'est essentiel, en tout cas, de rester fidèle à ses convictions. Il paraît qu'on vous appelle le républicain insoumis. Oui. Ça vous convient? Oui, on va dire que je préfère cette expression à l'OVNI ou autre, mais il est vrai qu'effectivement, on m'appelle le républicain insoumis parce que j'ai tissé un lien d'amitié avec ma collègue Caroline Fiat de la France Insoumise, avec laquelle nous sommes plutôt en phase, notamment depuis ce projet de loi bioéthique où on s'entraide mutuellement puisqu'on se sent parfois un peu seul à avoir la même vision sur ce projet de loi. On l'a beaucoup entendu cette semaine à l'Assemblée. Alors justement, entrons dans le texte, projet de loi bioéthique. La mesure phare, la PMA ouverte à toutes les femmes, mesure
voté, revoté en deuxième lecture à l'Assemblée, mais d'autres mesures ont été vivement discutées et rejetées. PMA post-mortem, avec les gamètes d'un conjoint décédé, ouverture de la PMA aux hommes transgenres, rejetée. Même chose pour les dons d'ovocytes dans les couples de femmes. On en avait parlé sur RMC, la fameuse, en tout cas, devenue très discutée ces derniers jours, la fameuse technique du repas. Jean-Louis Touraine, le co-rapporteur de ce projet de loi, dit que si ce texte avait été soumis à référendum, si on avait demandé aux Français de trancher, il aurait été beaucoup plus progressiste. Est-ce que c'est votre sentiment également, Maxime Minot ? Alors, je ne sais pas s'il aurait été plus progressiste. En revanche, la discussion de la PMA pour toutes, elle n'aurait même pas été un sujet. Aujourd'hui, qui, dans son entourage, ne connaît pas de famille monoparentale ou des familles homoparentales. Donc effectivement, je pense que si on avait soumis ça à un référendum, la population française est prête. Enfin, il faut clairement le dire. Donc aujourd'hui, il faut cesser de fermer les yeux sur toutes ces situations qui sont d'ores et déjà faites dans notre pays. Mais aujourd'hui, toutes les femmes qui ont recours à la PMA pour toutes, elles ont un point commun, c'est qu'elles ont les moyens de pouvoir aller procréer à l'étranger, de pouvoir se payer le transport pour partir à l'étranger, de se payer le logement sur place, de se payer les inséminations dans les cliniques étrangères. Et moi aujourd'hui, c'est une question de santé publique et de sécurité sanitaire. Exactement. Aussi, d'autoriser bien évidemment la PMA pour toutes les femmes en France. Avant tout, une sécurité sanitaire. Moi, j'ai été extrêmement surpris et très mal à l'aise avec ça lors des auditions. Ça fait plus d'1 an qu'on auditionne, qu'on commente en commission spéciale bioéthique. J'ai été surpris de voir que des femmes, dans un tel désespoir, et aussi de ne pas pouvoir avoir la possibilité de partir à l'étranger, d'en être à un point de commander des gamètes masculines sur Internet, du sperme sur Internet, et de se faire des inséminations artisanales à la maison. Alors si là, il n'y a pas un risque sanitaire, effectivement, moi, en tant que parlementaire, en tant que législateur, on se doit de légiférer pour la sécurité de nos Françaises. Alors le marathon parlementaire n'est pas terminé, il y aura encore une journée très longue à l'Assemblée, très longue, puis ensuite au Sénat, peut-être une 3e lecture à l'Assemblée. A priori, cette PMA pour toutes sera définitivement adoptée puisque ça fait consensus depuis la première lecture. Des détracteurs qui disent que c'est la porte ouverte à des dérives et à aller toujours plus loin aussi. On a beaucoup parlé de la porte ouverte à la GPA, la gestation pour autrui. Est-ce que vous regrettez d'ailleurs qu'on n'aille pas plus loin vers cette gestation pour autrui ? Parce que Maxime Minot, il y a aussi un problème d'égalité. Quand on autorise aux couples de femmes d'avoir la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'égalité avec les couples d'hommes ? Alors, je suis très partagé sur le sujet. D'une part, aujourd'hui, il faut le rappeler, la GPA n'est autorisée pour personne en France. En revanche, aujourd'hui, la PMA est autorisée pour une certaine catégorie de femmes. La PMA avec don de gamètes anonyme est autorisée depuis 1994 en France. Aujourd'hui, on va dire quoi à une femme qui a envie effectivement de procréer ? On va lui dire, écoutez, non, c'est réservé qu'aux couples hétérosexuels. Donc, est-ce qu'elle ne va pas détourner la loi en disant, je viens avec un ami, on fait ce genre d'être en couple pour pouvoir bénéficier de cette PMA. Aujourd'hui, c'est simplement étendre un droit qui existe déjà pour une certaine catégorie de femmes, à l'étendre à toutes les femmes. Alors que la GPA, elle n'est autorisée pour personne aujourd'hui. Donc, je pense que ce n'est pas le sujet et je pense que se servir de cet étendard aujourd'hui pour justement discriminer, on va dire, pour ramener le débat sur la GPA, je trouve que c'est pas du tout la bonne solution. Mais vous parlez de désir de procréer chez les femmes. Il existe aussi chez les hommes homosexuels. Bien sûr. Et la seule solution, il y a l'adoption, bien sûr, bien évidemment. Mais la seule solution, hormis l'adoption, c'est la gestation pour autrui. Ah oui, mais bien évidemment. Après, aujourd'hui, ce n'est pas du tout dans le débat du jour. C'est pour ça que je regrette. Vous l'écartez vous-même personnellement ? Personnellement, à titre personnel, je vais être honnête avec vous, j'y suis plutôt favorable parce que j'estime qu'un couple d'hommes peut également avoir envie de fonder une famille, mais ce que je regrette, c'est que ce n'est pas du tout dans l'ordre du jour du projet de loi. Et ce qui est effectivement dommage, c'est que cette PMA pour toutes n'aurait pas dû, pour moi, être dans ces lois bioéthiques. On aurait dû faire une loi sociétale avec une remise en question de l'adoption, de la procréation, c'est-à-dire au sens large, c'est-à-dire de la fondation d'une famille, parce que là, effectivement, les lois bioéthiques, on se focalise sur la PMA pour toutes. Alors, c'est très bien, c'est essentiel pour l'évolution de notre société, selon moi. En revanche, on oublie tout ce qu'il y a autour. Je parle du don du sang ouvert aux homosexuels, puisque beaucoup de Français... Vous l'avez porté ?
Beaucoup de Français n'avaient pas conscience que les homosexuels aujourd'hui n'avaient pas forcément le droit, entre guillemets, je remets les guillemets, de pouvoir donner son sang comme un hétérosexuel. Il fallait prouver 12 mois d'abstinence, puis après 4 mois d'abstinence. Et je ne comprends pas pourquoi aux homosexuels, on était obligé de demander des mois d'abstinence, alors qu'un hétérosexuel pouvait avoir des pratiques complètement folles et aller donner son sperme, son sang, le lendemain matin. Donc voilà, je trouve que cette discrimination, en tout cas, j'espère qu'elle sera maintenue. Ça va être discuté dans les heures qui viennent. J'espère en tout cas que l'amendement que j'avais présenté sur l'article 7 bis continuera à être dans le projet de loi. Je passe rapidement aussi sur les autres amendements, d'autant que, comme je le disais, il y aura aussi un aller-retour au Sénat. La filiation, reconnaissance anticipée pour les couples de femmes comme pour les couples hétérosexuels, l'accès aux origines des enfants nés d'un don, là aussi la question de la filiation était très discutée cette semaine. Le diagnostic préimplantatoire qui fait tant hurler certains sera examiné dans quelques heures. Aujourd'hui, nous verrons les dangers, les dérives, on en a parlé. Je voudrais que on voit avec vous aussi justement ce qui s'est dit dans cet hémicycle, des propos parfois blessant de la part de votre camp aussi, Maxime Minot. On a entendu ces mots de la part des Républicains: orphelins de père, marchandisation de la procréation. Vous parliez de votre amie, collègue députée Caroline Fiat de la France Insoumise, qui dit: ça transperce le cœur d'entendre que l'enfant va mal grandir parce qu'il n'a pas de papa. Ils ne se rendent pas compte, vos collègues républicains, qu'ils font du mal avec leurs mots? Alors, je vais être honnête avec vous, la première lecture a été plutôt saine, avec des propos mesurés, avec des filtres qui étaient mis sur les mots. Et là, on sent peut-être que c'est dû aussi à la fatigue, peut-être que c'est dû aussi au fait que ça arrive en fin de session parlementaire, mais effectivement, j'ai le sentiment, en tout cas moi également, j'ai été heurté de certains mots, notamment lorsqu'il hier soir, en séance de nuit, on parlait de lobby présent à l'Assemblée nationale. Cette formulation m'a terriblement choqué, d'une part parce que exprimer ses convictions, vous les avez engueulés, pardon pour l'expression, dans les coulisses? Bien, mais pas forcément dans les coulisses, dans l'hémicycle. Certains m'envoient des SMS parce qu'ils me voient bondir sur mon siège ou alors me tenir la tête tellement je trouve ça dingue. Mais effectivement, quand on me parle de lobby, moi ça m'ulcère, parce que si exprimer ses convictions, c'est devenir lobbyiste. C'est une sémantique. On est 777. Pardon, mais on voit ça sur Twitter, par exemple. Bien évidemment. Le lobby LGBT. Mais bien sûr, alors que en plus les personnes qui utilisent cet argument se cachent même pas d'utiliser les éléments de langage de la Manif pour tous sous leur dossier. Donc soyez un peu plus malins et attention, parce que je vois tout. Le message est passé. Maxime Minot, nous sommes à 600 jours, présidentielle 2022, Marine Le Pen déjà candidate, Emmanuel Macron, on l'imagine aussi. Le match est déjà joué, les Républicains n'ont plus aucun rôle à jouer, atomisé, divisé? Je pense pas. Je pense que, sincèrement, il va y avoir une dynamique. On le sent que ça commence à frémir, que les pseudo-candidats on les voit, les François Baroin, les Xavier Bertrand, les Valérie Pécresse, Rachida Dati, candidats spontanés ou alors poussés par d'autres. Bien sûr. Aujourd'hui, il est effectivement urgent que nous ayons notre candidat officiel, de façon investi par une primaire. Alors moi, je suis pas du tout favorable à la primaire. On l'a bien vu ce que ça a donné lors des dernières élections. Comme Christian Jacob. Je suis fortement opposé. Sauf que Gérard Larcher au Sénat veut une primaire à tout prix. Écoutez, c'est ses convictions personnelles. Les miennes, en tout cas, elles sont contre donc encore de la division, même avant de choisir le candidat. Effectivement, mais c'est ce qui fait la richesse de notre parti politique. Et Nicolas Sarkozy, votre ami? Oui, je suis sarkozyste de la première heure. Je continue à être fidèle à Nicolas Sarkozy. Retour ou pas? Le temps des tempêtes, son livre. Je pense qu'il ne reviendra jamais en politique. Malheureusement, c'est pas faute de lui faire de l'appel du pied. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il a envie de continuer à s'investir en politique, mais plutôt dans l'ombre et de. Effectivement, il est très respecté, que ce soit de gauche à droite. On voit bien à quel point Emmanuel Macron tient à garder un contact avec l'ancien président de la République. Donc ça montre que Nicolas Sarkozy, qui a été tant décrié, n'a pas été si mauvais dans la gestion de notre pays. Je termine comme j'ai commencé, Maxime Minot. Préciser que vous êtes homosexuel, ça fait encore un sujet, ça ne devrait pas. Quand est-ce que ce combat sera gagné? Quand on arrêtera de vous inviter aussi ici pour ça, parce qu'il y a ce projet de loi bioéthique? Parce que j'étais homosexuel. Bien évidemment que non, mais votre voix est intéressante aussi pour ça, Maxime Minot. On arrêtera quand ce sera définitivement devenu banal? C'est possible? Vous y croyez? Moi, j'y crois. Quand on voit effectivement les mentalités, comment elles ont évolué depuis le mariage pour tous, qui n'est pas si vieux finalement, c'est 2013.
on va dire qu'effectivement, je pense que ça peut encore évoluer dans le bon sens. Il faut effectivement... C'est pour ça qu'il faut en parler. Finalement, alors c'est contradictoire mon discours parce que je dis qu'il faut effectivement banaliser le fait de dire si on est hétérosexuel ou homosexuel. Mais aujourd'hui, si on n'en parle pas, malheureusement, on ne vient pas banaliser la chose. Donc, j'espère en tout cas qu'il va y avoir un effort de fait sur l'ensemble de notre famille politique pour qu'effectivement, on n'ait plus à se justifier en fonction de son orientation sexuelle. Maxime Minot, voix dissonante au sein du parti Les Républicains. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne fin d'examen. Oui, la journée va être très longue. Je pense que ça se finira plutôt samedi dans la matinée. Donc, on va être en séance prolongée et ça va être effectivement au petit matin. Maxime Minot, député Les Républicains de l'Oise. Vous écoutez RMC, il est 8h55.